terroristes. Le président de la République, lui, comme M. Firkoulon l'a rappelé tout à l'heure, à Nairobi, il avait eu l'occasion de discuter avec les groupes armés. Les M23 devraient faire partie de tous les groupes armés, mais les M23 a reçu les armes rwandaises et l'armée rwandaise s'est mise au devant pour perturber tous les processus de paix qui auraient été une ouverture pour que finalement cette région puisse revenir dans la paix. De toute évidence, à Luanda, il était prévu que le jour de la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, que le président Uhuru Kenyatta reprenne son rôle. C'est dans ces cadres que les dialogues doivent se faire avec les forces armées, y compris le M23. C'est ça que la République démocratique du Congo dit toujours, parce que c'est ce qui avait été convenu avec tous les chefs d'État, à la fois au niveau de l'EAC, au niveau de la médiation africaine portée par le président Lorenzo. Aujourd'hui, il ne dit pas que nous devons changer. On a tué des milliers de Congolais dans des conditions horribles. On s'est assuré qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas d'électricité. Jusqu'au moment où je vous parle, nous recevons des hôpitaux où des rapports où les hôpitaux sont pillés, les véhicules sont saccagés. Pensez-vous que nous devons donner une prime à ces groupes terroristes? Monsieur Bouyaya, pardonnez-moi. Il y a des rapports des Nations Unies qui disent qu'ils ont 4000. Oui. Pardonnez-moi, je vous interromps. On a bien entendu la volonté de ne pas négocier avec le M23, puisque vous considérez que ce groupe n'existe pas, mais qu'il s'agit de l'armée rwandaise. À défaut de négociation, quelle sortie de crise, selon vous, peut-il y avoir? Comment est-ce que vous voyez la sortie de crise? Écoutez, nous voulons d'abord saluer toutes les condamnations de la communauté des pays, et notamment de la SADC, mais aussi d'autres pays de la communauté internationale. Vous avez suivi ma collègue des Affaires étrangères presque en 72 heures, en 2 séances au Conseil de sécurité, revenir sur le sujet. Il y a un cadre qui avait déjà été prévu pour régler la crise à l'est de la RDC. Aujourd'hui, il existe sur papier le plan de neutralisation et le plan des retraits de mesures de défense qui a été convenu à la fois par nos experts militaires, mais aussi par le ministre des Affaires étrangères. Il ne manquait plus que les sceaux des chefs d'État lorsqu'ils sont convenus avec une condition qui n'a jamais figuré dans les débats, disons que trouver un accord avec les M23 et puis revenir sur la table. Et nous avons dit non. Aujourd'hui, nous saluons tout ce qui a été dit et toutes les condamnations qui sont venues de la SADC et la volonté d'avoir comme un sommet entre SADC et EAC pour voir comment on relance le processus de Luanda, parce que c'est les cadres où depuis plus de 2 ans maintenant, les discussions se font, où toutes les problématiques ont été posées à la table et où les uns et les autres doivent venir pour boucler ces processus. Aujourd'hui, il est inenvisageable de sortir de ce cadre-là, parce que sortir de ces cadres signifie qu'on aura perdu du temps, et je ne pense pas que cela sera de nature à aider à régler rapidement la crise dans l'Est de la RDC. Alors, on va maintenant s'intéresser plus précisément à la situation sur le terrain militaire, et on va rejoindre Regan Miviri, analyste de conflit à l'Institut de recherche congolais Bouteli. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, le M23 a annoncé son intention de rejoindre ce groupe armé pour atteindre ce but qu'elle a fixé. On l'a déjà vu, donc avant même la prise de Goma, le M23 et l'armée rwandaise ont pu prendre certains villages sur le bord du lac Kivu, donc ils ont avancé vers le sud. Et en ligne de mire, comme ils l'ont dit eux-mêmes, c'était Kavumu et peut-être Bukavu, mais on doit dire qu'avec ce qui s'est passé à Goma, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils ont directement les moyens de le faire, étant donné que, pour dire vrai, la ville de Goma reste quand même ingérable. Ça a été difficile pour eux et de la contrôler parce qu'il a fallu 3 jours de combat, notamment avec des militaires qui ont résisté pendant 3 jours à l'aéroport de Goma. Il y a aussi la réalité des autres fronts, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de ces fronts-là. On voit qu'il y a aussi un autre front vers le nord, à un territoire de Lubero. Il y a
fronts de Ngungu, les fronts de Massissi Centre, et donc partout là, il y a encore des militaires, il y a encore de la résistance. Donc on ne doit pas aussi penser qu'il s'agit juste voilà, d'une promenade dans le territoire congolais. Car cela ne tient, on doit reconnaître que le M23 a fait beaucoup des avancées sur le territoire congolais, et comme le ministre l'a dit, c'est factuel, c'est notamment à cause du soutien rwandais et de la présence physique des militaires rwandais. En fait, en réalité, si on doit parler de droit international, ici on est en train de parler d'une agression. Donc on parle d'un pays qui est en train d'agresser un autre, et c'est ce qui change toute la réalité concrète et change aussi les rapports des forces sur le terrain. Pardonnez-moi une question très précise et très concrète. Si l'aéroport de Kavumu, qui est l'aéroport international de la ville de Bukavu, est pris, est-ce que ça peut changer la donne dans cette région pour le ravitaillement et l'approvisionnement en armes, en munitions, en hommes, en nourriture? Ça peut changer la donne, mais je ne pense pas que ça soit quelque chose de souhaitable. On a vu ce qui s'est passé à Goma. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait que ça puisse se reproduire à Bukavu. Bukavu, c'est une ville de la même taille que la ville de Goma. Voilà, on a vu de Goma à l'intérieur d'une ville, et on a vu les bilans catastrophiques qu'on a vus. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on devait envisager. C'est pour ça qu'il faut trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Thierry Vietement, je me tourne vers vous. On a entendu le président burundais ces derniers jours dire qu'il y avait un risque extrêmement important de généralisation de ce conflit à toute la région. Est-ce que pour vous c'est un scénario hautement probable? Oui, on est dans une dynamique de régionalisation, d'une part parce qu'il y a plusieurs armées qui sont présentes dans les Kivu. Hein. Il y a l'armée sud-africaine, notamment, qui a déployé des troupes dans le cadre de la SADC, et qui a perdu des hommes. Il y a l'armée burundaise qui est au sud Kivu depuis déjà longtemps, et on dit qu'elle renforce ses effectifs là-bas. Il y a l'armée ougandaise qui renforce ses effectifs aussi à la frontière du Congo. Donc on sent bien que la prise de Bukavu a enclenché des réactions chez tous les voisins, et ces réactions évidemment sont inquiètes et défensives. Alors justement, au plan diplomatique, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer le soutien du Rwanda au M23 et demander des sanctions contre ce pays. On fait tout de suite le point avec Hugo Barbieux. Ces derniers jours à Kinshasa, plusieurs ambassades occidentales ont été prises pour cible pour dénoncer l'inaction internationale face à l'escalade militaire dans l'est de la RDC. Aux Nations Unies, Kinshasa demande des sanctions ciblées contre le Rwanda, accusé de soutenir le M23. Pour autant, en Europe, la prise de Goma par les groupes rebelles n'a suscité qu'une vague de condamnation. Mais au-delà du déclaratif, aucune action concrète, ce que déplorent plusieurs élus de l'extrême droite. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? À l'extrême gauche. Nous ne pouvons pas fermer les yeux face aux violations du droit international, demeurer silencieux face au soutien militaire du Rwanda au M23. Un silence qui, pour ce député, s'apparente à une complicité indirecte de la France pour les massacres commis dans le Nord Kivu. Dès lors où on a une coopération militaire à hauteur de 400 millions d'euros avec un pays qui est agresseur, la France ne peut pas avoir un accord et une coopération militaire avec ce pays. Et il va même plus loin et établit un parallèle avec la guerre au Proche-Orient. Aujourd'hui, quelqu'un viole les frontières de la RDC et on ne parle pas. Aujourd'hui, quelqu'un bafoue le droit international en Cisjordanie, on ne parle pas. Il y a un totem sur deux pays, sur le Rwanda, sur Israël, qui viole le droit international et personne ne dit rien. Donc oui, il y a une similitude. Pourquoi un tel attentisme? Il faudrait notamment chercher du côté des liens noués depuis des années entre l'Europe et le Rwanda. Bruxelles doit par exemple financer Kigali pour lutter contre le djihadisme au Mozambique. Suspendre ses partenariats pour faire pression sur Paul Kagame ne fait pas l'unanimité parmi les 27, et Paris particulièrement fait blocage selon ce spécialiste en raison d'un accord sur les matières premières. L'an dernier, il y a eu la signature d'un accord de partenariat pour l'exploitation des soi-disant ressources minières rwandaises. Alors, tout le monde sait que ces ressources n'existent pas au Rwanda, elles viennent de l'Est du Congo. Et donc la Commission européenne et la France sont extrêmement mal placées pour l'instant. À ce jour, la Commission européenne a seulement signalé qu'elle réexaminerait l'accord signé l'an dernier avec le Rwanda,
la nouvelle administration Trump n'a pas annoncé de sanctions, mais a appelé fermement le Rwanda à retirer ses troupes. Thierry Vircoulon, selon vous, est-ce qu'il suffirait, on a presque envie de poser la question comme ça, que la communauté internationale se mette en cohérence avec ses condamnations dans les actes, donc les paroles et les actes soient cohérents pour que ce conflit puisse se terminer? Est-ce qu'il suffit de cela, selon vous? Alors, la communauté internationale, ça n'existe pas, donc je pense que vous parlez de l'ONU. Il est en effet, actuellement, et vu qu'en effet, comme il a été dit, il y a une violation de l'intégrité territoriale du Congo, il serait normal que le Conseil de sécurité prenne des sanctions appropriées dans ce type de situation contre le Rwanda. Le Conseil de sécurité, en tout cas certains de ses membres, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne même, ont nommé le Rwanda comme l'agresseur. Donc, contrairement à la Russie et la Chine d'ailleurs, hein, il faut le dire. Et donc, par conséquent, s'il y avait consensus au sein du Conseil de sécurité, mais il y a évidemment 5 pays qui ont un veto, il faudrait prendre des sanctions contre le Rwanda. Je me tourne à présent vers le ministre de la Communication de la RDC, Patrick Mouyaya. Question sur vos alliés. Le Burundi en fait partie. On sait aussi que l'Afrique du Sud a eu. Le ton est monté entre l'Afrique du Sud et l'Angola, par exemple. Est-ce que vos alliés, concrètement, sont prêts à vous aider militairement et ou diplomatiquement? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Écoutez, pour tout ce qui concerne le volet militaire, je ne saurais pas aller dans les détails à ces propos, mais ici, évidemment, nous saluons la solidarité des pays qui se sont exprimés clairement, parce qu'ici, il s'agit d'une violation délibérée de la souveraineté de la RDC qui ne devrait laisser personne indifférent, parce que ne pas condamner ce que fait le Rwanda, c'est consacrer cette forme d'anarchie où finalement, ça ne servira à rien d'avoir un cadre qui régit les rapports au niveau international entre États. C'est ici les lieux de revenir, comme vous disiez tout à l'heure, sur les manifestations spontanées que l'on a notées à travers la RDC. Il y a eu évidemment de cas de dérapage que le président de la République a condamné, excusez-moi, avec la plus grande fermeté. Le gouvernement a pris des dispositions pour mettre en place un dispositif sécuritaire spécifique pour les chancelleries à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour nous assurer qu'elles ne soient pas prises pour cible de cette manière-là. Mais ici, c'était une expression de colère parce que justement, bien au-delà de condamnation que nous notons, il y a un besoin de prendre de sanctions urgentes pour arrêter le carnage et les massacres qui se font au vu et au su de tout le monde. Aujourd'hui, il n'est même plus question de continuer à parler du 23, Madame Dominique, parce que les faits sont tellement documentés et sont tellement clairs que cela requiert une action immédiate. Comment expliquez-vous que le Rwanda se permette de tuer des casques bleus des Nations Unies, des crimes contre l'humanité, des crimes imprescriptibles? Comment pensez-vous que le Rwanda puisse tirer sur les militaires sud-africains qui sont venus dans le cadre d'un processus approuvé par l'Union africaine? Et donc, il y a tellement des crimes qui sont commis tous en même temps qu'il y a besoin d'une action énergique de la communauté internationale. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le président de la République, après son discours du mercredi dernier, a donné les temps. C'est une affaire de Congolais d'abord. Les Congolais se mobilisent, vous l'avez vu, je crois, à Paris, à Bruxelles, partout dans le monde, pour nous assurer que cette fois-ci, nous nous levons pour mettre fin à ces aventures rwandaises qui ne font que freiner l'élan de développement de ces pays qui finalement doivent porter le développement de l'Afrique. Je pense que le temps du conflit est révolu ici et qu'ici, il faut aller à des questions qui vont nous permettre de donner un avenir aux enfants congolais, mais aussi aux enfants de toute la sous-région qui ont besoin de paix. Merci à vous, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication de la RDC. Merci à vous, Thierry Vircoulon.